Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h38 Chat 24. À l'entame de cette édition, le 3e recensement général de la population et de l'habitat prendra officiellement fin le 21 juillet prochain. À quelques jours de la clôture des opérations sur l'ensemble du territoire national, nos reporters sont allés sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement du recensement et vérifier si les objectifs fixés pourront être atteints. Reportage Mohamed Brahim et Ngo Abdoulaye. À 72 heures de la clôture officielle du 3e recensement général de la population et de l'habitat, les opérations se poursuivent dans de bonnes conditions à N'Djamena. Au quartier Ambassadna dans le 3e arrondissement, les agents recenseurs continuent leur travail afin d'enregistrer le plus grand nombre possible de ménages avant la date butoir. Merci, nous sommes fait recenser la maison toute entière, tout le quartier, les agents se sont succédés dans des différentes phases. Ils ont recensé présentement chez nous, il y a 11 ménages. Et ils ont tout à fait recensé et ça va. Très important, ça permet à l'État et aux différentes institutions de disposer des statistiques et des données valables pour mieux coordonner les opérations. Dieu merci, en tant que citoyen, je me suis fait recenser dans de bonnes conditions. C'est une mesure que le gouvernement a mise en place, dont tout le monde doit se faire enrôler. Moi, en tant que boutiquier, je me permets de le faire sans exception. Sur place, les responsables des quartiers saluent le déroulement de l'opération. Abba Afadena Maloum, chef du carré numéro 7 du quartier Ambassadna, affirme que la majorité des ménages de sa circonscription a déjà été recensée, même si quelques difficultés persistent. Presque 100 quelques concessions. Et dans les concessions, il y a plusieurs ménages. Il y a des concessions qui sont non habitées, en chantier, et l'autre c'est stock. Il n'y a pas de gens dedans. Si l'autre, les gens, tout est presque recensé. On a maintenant des concessions. Malgré ces avancées, certains défis persistent. Plusieurs habitants sont régulièrement absents de leur domicile lors du passage des agents recenseurs, obligeant ces derniers à effectuer plusieurs visites. Une situation qui pourrait empêcher le recensement de certains ménages avant la date officielle de clôture. Reste désormais à savoir si la coordination nationale du RGPH 3 envisagera un éventuel prolongement ou des mesures exceptionnelles pour permettre aux personnes non recensées d'être prises en compte. La tomate se raréfie sur les marchés d'N'Djamena. Après plusieurs semaines d'abondance, la baisse de l'approvisionnement provoque une flambée des prix au grand désarroi des commerçants et des consommateurs. Au marché d'Ombolo, principal point de transit de la tomate dans la capitale, tous constatent cette nouvelle réalité. Reportage de Atoringue Marinel. Au marché de Dombolo, l'un des principaux centres de distribution des tomates à N'Djamena, l'ambiance est moins animée depuis quelques semaines. Les camions en provenance des périmètres maraîchers se font plus rares, réduisant considérablement les quantités disponibles sur le marché. Conséquence immédiate, les prix grimpent. Une caisse de tomates vendue à un prix abordable il y a encore quelques semaines coûte désormais beaucoup plus cher. Cette hausse se répercute jusque dans les marchés des quartiers où les ménagères peinent à suivre. Les trucs au marché sont devenus très chers, à savoir la tomate. Ça fait que ce dernier temps, je ne mange presque pas parce que quand tu viens avec 500 francs, tu trouves au moins seulement 5 petites tomates et c'est vraiment compliqué pour nous. Ça fait que certains aliments, on n'arrive pas à consommer ce dernier temps à cause de la cherté. Alors, je ne sais pas le pourquoi, mais c'est devenu vraiment trop cher. Du côté des commerçants, cette augmentation n'est pas le fruit d'une spéculation. Ils l'attribuent essentiellement à la baisse de la production pendant la saison des pluies, qui rend les récoltes plus faibles et les transports plus compliqués. Ici, il y a les saisons ici la tomate, ça c'est fini. Donc là-bas, ils ont des saisons. Tu vois, à partir d'un gars, on est à la montagne, ils ont des saisons. Donc là-bas, la tomate ne finit pas définitivement. Maintenant, c'est une capitale, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent la tomate. On ne peut pas laisser alors parce que c'est cher. On est obligé d'amener toujours. Malgré cette situation, vendeurs et consommateurs gardent espoir de voir les prix baisser avec l'amélioration des conditions de production et d'acheminement. Pour réduire les pénuries saisonnières, il est nécessaire d'encourager et de vulgariser la culture de la tomate en contre-saison. Une approche qui contribuerait à assurer un approvisionnement plus régulier des marchés et à stabiliser les prix tout au long de l'année. Le village Aruba, situé dans le département de Dar Tama, a été le théâtre de la cérémonie de pose de la première pierre d'une future école primaire jeudi 16 juillet. L'événement s'est déroulé en présence des autorités publiques, sécuritaires et de la population locale. Biatibo Emmanuel. Dans un contexte où l'éducation demeure le meilleur levier pour bâtir un avenir prometteur, l'association des fils de la communauté Tama de la diaspora
a initié ces projets d'infrastructures scolaires au profit des enfants de la localité. À cette occasion, le chef des cantons de Djimézié, Yahya Ismaël, a affirmé qu'une fois l'école construite, la scolarisation des enfants deviendra obligatoire dans son canton. Le représentant de l'association donatrice Abdallah Suleiman a souligné la nécessité de cette intervention, estimant que cette école marquerait le début d'un changement positif. Il a également appelé à l'unité d'action autour des projets de développement dans le département de Dartaman, évoquant notamment la construction d'un centre de santé. L'inspecteur départemental de l'éducation a quant à lui plaidé pour une collaboration étroite avec les autorités locales, les responsables du chantier et la population afin d'assurer un suivi rigoureux des travaux et de garantir la bonne réalisation de l'école. Le représentant du préfet Ahmad Neima a rappelé que l'éducation ne saurait être un simple slogan. Selon lui, elle exige une mobilisation et une contribution collective pour offrir aux enfants les moyens de construire leur avenir. Par ailleurs, des projets de forage d'eau dans les villages environnants sont actuellement en cours d'exécution. L'association Rokal Shabab, de concert avec l'initiative Sona Al-Ibtissana, ont organisé ce dimanche en N'Djamena la cérémonie de clôture d'une série de formations liées à la santé humaine. Une rencontre sanctionnée par la remise de parchemins aux étudiants ayant participé à la formation. Le point avec Biactéo Emmanuel. Les étudiants issus de différents établissements d'enseignement supérieur repartent avec des connaissances de base sur les soins infirmiers, le laboratoire médical, les fondements de la suture et les premiers secours. L'ambiance était à la fois solennelle et motivée. L'association Rokal Shabab, de concert avec l'initiative Sona Al-Ibtissana, a mis en place ces programmes de formation en série pour doter les apprenants des compétences pratiques et faire d'eux des ambassadeurs de la santé. Mais l'objectif des organisateurs et des parties impliquées va au-delà de la formation. Nous avons vu 300 étudiantes et étudiants se former avec courage et discipline sur des thèmes essentiels. Ces domaines nous touchent directement aux besoins de nos populations, la santé, l'employabilité et l'autonomisation. En collaboration avec Rokal Shabab Sona Al-Istima et le programme Ansar, nous voulons dire qu'une chose simple. La responsabilité sociale n'est pas une opinion, mais c'est un devoir. Le système de santé a besoin de vous, Dr Zahra Oumar, qui encourage les participants à voir plus grand les connaissances reçues et d'intervenir auprès des communautés, rassurant que les impacts peuvent être énormes. Une phase d'accompagnement des étudiants pourrait suivre. C'est d'ailleurs le souhait de ces derniers qui parlent de nourrir les acquis pour qu'ils ne restent pas dans le tiroir. Icône mondiale de la paix et de la réconciliation, Nelson Mandela a été célébré hier 18 juillet à l'occasion de la journée internationale qui porte son nom. Si son combat contre l'apartheid demeure une source d'inspiration, les défis actuels, notamment les actes de xénophobie en Afrique du Sud, invitent à réfléchir sur la portée de son héritage. Retour sur la journée avec Tanso Hanta. Pendant près de 3 décennies, Nelson Mandela a payé de sa liberté son combat contre le régime de l'apartheid. Emprisonné durant 27 ans, il aurait pu choisir la revanche. À sa libération en 1990, il emprunte pourtant le chemin de la réconciliation, convaincu qu'aucune nation ne peut se construire durablement sur la haine. Élu premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994, Madiba fait de l'unité nationale, du pardon et du respect de la dignité humaine les piliers de son action. Son engagement lui vaut une reconnaissance mondiale et fait de lui l'une des plus grandes figures de paix du XXe siècle. 13 ans après sa disparition, son héritage demeure une référence. Malheureusement, l'Afrique du Sud est encore confrontée à des épisodes de violences xénophobes visant des ressortissants d'autres pays africains. Alimentés par les difficultés économiques, le chômage, les tensions sociales, ces actes sont régulièrement condamnés par les autorités, les organisations de défense des droits humains et de nombreux citoyens sud-africains. En cette journée internationale Nelson Mandela, son message conserve toute son actualité. En cette journée internationale Nelson Mandela, son message conserve toute son actualité. Les 67 minutes de service communautaire auxquels les citoyens du monde sont invités en hommage à ces 67 années de combat pour la justice,
rappelle que chacun peut contribuer à bâtir une société plus solidaire. Plus qu'une célébration, cette journée est une invitation à faire vivre les valeurs qui ont guidé Madiba, le dialogue, la tolérance, le respect de l'autre et la fraternité entre les peuples. Car le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Nelson Mandela reste de poursuivre son œuvre en faisant triompher la paix sur la division. Souvent silencieuse, la dépression est une maladie mentale aux conséquences parfois dramatiques. Au Tchad, elle touche de nombreuses personnes, notamment les jeunes, tout en restant mal comprises et souvent banalisée. Pour mieux cerner cette réalité et les moyens de prévenir, Ibrahim Atinemo, psychologue aumônier et conseiller scolaire pour l'Afrique francophone, répond aux questions de Dette Mikila. La dépression, c'est un trouble qui est caractérisé par une tristesse persistante qui dure au moins 2 semaines. Alors pour ce qui est des signes ou bien des manifestations de la dépression, nous pouvons déjà remarquer, comme je viens de le dire, par une tristesse profonde, persistante, observée chez la personne. Nous avons également une perte d'intérêt pour des activités autrefois appréciées par cette personne. Nous pouvons observer une perte ou bien un gain d'appétit. Nous pouvons également observer une accélération ou bien un ralenti au niveau du sommeil. Parlant des causes, en santé mentale, on parle plutôt des facteurs déclencheurs. Alors, parmi les facteurs déclencheurs de la dépression, nous pouvons noter les facteurs biologiques, nous pouvons noter les facteurs sociaux, nous pouvons noter les facteurs psychologiques et les facteurs environnementaux. Pour ce qui est des facteurs environnementaux, nous pouvons prendre le milieu social où l'individu se trouve, peut être un élément déclencheur. Si par exemple un individu vit dans un environnement très bruyant, un environnement avec des changements d'humeur, un environnement avec tout ce qui se passe, ça peut affecter la santé mentale de l'individu, plus précisément la dépression, provoquer la dépression. Le moyen le plus efficace, je voudrais parler de ceci. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En d'autres termes, lorsque vous traversez une situation difficile et que vous ne parvenez pas à pouvoir vous exprimer, lorsque vous ne parvenez pas, j'allais dire, à placer vos mots sur les mots que vous ressentez, cela est dangereux. Alors, le moyen le plus efficace, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Parce que plus vous parlez, plus vous vous libérez. Parce que lorsque vous emmagasinez tout ce qui est à l'intérieur de vous, lorsque vous emmagasinez vos problèmes, lorsque vous emmagasinez les situations que vous vivez de jour en jour, cela peut prendre une autre tournure. En culture, malgré des artistes talentueux et une créativité reconnue, la musique tchadienne peine encore à s'imposer sur les grandes scènes internationales. Entre manque de structuration, faible promotion et soutien insuffisant, les défis restent nombreux. Mikila Odette. La musique tchadienne regorge de talent, mais son rayonnement à l'international demeure limité. Pourtant, les artistes multiplient les productions, investissent les plateformes numériques et explorent des styles variés mêlant sonorités traditionnelles et musique actuelle. Du saï au balafon, en passant par le gourna, le rap, l'afro ou encore le gospel. Cette richesse musicale reflète la diversité culturelle du pays. Malgré cette créativité, peu d'artistes, à l'exception d'Afrotonix et Mandoué, parviennent à franchir durablement les frontières et à s'imposer sur les grands marchés africains ou internationaux. Selon plusieurs observateurs du secteur, cette situation s'explique par un manque de structuration de l'industrie musicale. Les maisons de production restent peu nombreuses, les infrastructures culturelles sont insuffisantes et le mécanisme de promotion demeure limité. À cela s'ajoute un accompagnement institutionnel encore en deçà des attentes des professionnels. Mathieu Fessina, promoteur culturel, nous donne son avis. Dans un grand pays comme le Tchad, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de salle de cinéma et surtout des labels. Donc pour qu'on puisse exporter la musique tchadienne, il va falloir mettre l'accent sur l'industrie. Face à ces défis, les artistes appellent à une meilleure organisation de la filière. Ils estiment que le professionnalisme, la formation, le management et la collaboration entre producteurs, médias et institutions sont des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de la musique tchadienne. Clems Nazario, artiste musicien, à ce propos nous relate également son point de vue. On va indexer notre ministère en charge de la culture qui peine à vraiment nous prêter main forte quand besoin se fait sentir. Parce que
comment admettre qu'un jeune Tchadien de nos jours puisse connaître un certain bébé 111 mois, mais qui n'est jamais sorti en dehors du pays, mais qui connaît bébé 111 mois, mais ne connaît pas peut-être Caporal Massamoun ou bien Rolenzo, j'en passe, ils sont nombreux. Au-delà de sa dimension artistique, la musique représente un véritable levier de développement économique, culturel et touristique. Pour les acteurs du secteur, seule une mobilisation collective permettra aux talents tchadiens de gagner en visibilité et de porter durablement les couleurs du pays sur les scènes africaines et internationales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.